La première histoire sera celle de quelqu'un que nous allons appeler Hugo. Hugo nous dit qu'au moment des faits, il vivait dans un petit village d'à peu près 500 habitants avec sa famille qui était composée de son père, sa mère, lui-même âgé de 15 ans et son frère âgé de 11 ans. Hugo nous dit que dans son petit village, tout le monde se connaît. Et un jour, avec son petit frère, ils se sont dit qu'ils allaient faire un petit foot tranquillement au niveau du stade du village. Hugo nous dit que pour se rendre à ce fameux stade, il n'a pas beaucoup de trajet à faire. Il peut s'y rendre à pied, mais le chemin qu'il doit prendre de chez lui à ce fameux stade est quelque peu angoissant, surtout de nuit. Là certes il n'y est pas de nuit, mais ça peut donner quelques frissons parce qu'il passe dans une petite zone boisée avec un pont, il passe à côté d'une église devant un cimetière, donc vous l'avez compris, c'est pas forcément le trajet le plus agréable à faire. Alors qu'il est au niveau du petit pont, avec son frère, il voit qu'il y a une personne âgée qui le traverse en même temps que lui, et cette personne âgée a un look assez particulier. Effectivement, il a une coupe de cheveux qu'Hugo décrit comme une coupe iroquoise, mais avec une teinture spéciale, une teinture violette. Donc vous en conviendrez, une personne âgée avec ce type de coiffure et cette couleur de cheveux, évidemment, ça attire l'œil. Et au moment où Hugo et cette personne âgée se croisent, la personne lui attrape le bras et lui dit « Faites attention les enfants, il pourrait vous arriver malheur ». Naturellement, c'est quelque chose qui angoisse instantanément Hugo et son frère, donc Hugo arrive à se détacher de l'emprise de l'homme qui n'était pas très forte, il prend son frère par le bras et il retourne chez lui en courant. Une fois arrivé chez lui, Hugo décide de ne pas forcément parler de ce qu'il s'est passé à ses parents, il se dit que c'était juste une mauvaise rencontre et c'est tout. L'histoire pourrait s'arrêter là, mais ce n'est pas le cas. Une semaine se passe sans qu'il n'y ait pas contact avec cette vieille personne. Au bout de cette semaine, il y a un soir l'anniversaire d'un ami d'Hugo qui vivait dans le village. Donc les parents d'Hugo l'ont emmené, non pas en voiture, mais à pied. Et pour se rendre chez cet ami, il fallait passer par le chemin qu'Hugo avait déjà arpenté une semaine passée. C'était le fameux chemin où il fallait passer au-dessus du pont. L'aller se passe très bien. Mais c'est au retour, une fois que la soirée était terminée, que là, il se passe quelque chose. Sur le chemin retour, toujours au niveau du pont, Hugo et ses parents remarquent qu'il y a un homme qui est assis au niveau du pont et qui a une lumière à côté de lui pour l'éclairer. Hugo constate immédiatement qui est cet homme, c'est le vieil homme qui l'avait apeuré une semaine auparavant. Les parents d'Hugo, eux, ne sont pas inquiets, car ils n'ont pas eu vent de ce qu'il s'était passé avant, et en passant à côté de cet homme, le vieil homme à la coupe violette dit au père de famille « Fais attention, il pourrait arriver malheur à tes enfants ». Le père de famille, qui est d'une nature assez calme, ne réagit pas. Il continue sa route avec son fils et sa femme, et pour lui, cet individu est simplement quelqu'un qui a abusé de la boisson. Tout le monde arrive à rentrer à la maison sans encombre, et l'histoire ne s'arrête toujours pas là. Car le lendemain, Hugo et son frère retournent au stade de foot, donc ils repassent par le fameux chemin, encore une fois tout se passe bien. Ils arrivent à aller au stade de foot, ils jouent au foot avec des amis, vraiment ils passent un très bon moment, et à un moment donné, le petit frère d'Hugo a soif. Et vous savez, dans certaines villes, alors je ne sais pas s'il y a ça dans toutes les villes, mais il y a des petites fontaines d'eau potable où on peut boire. Dans le village d'Hugo, cette fameuse fontaine se trouve à côté du cimetière. Et à un moment donné, le petit frère a soif, donc il va à cette fameuse fontaine, il boit un peu d'eau. Hugo n'était pas allé avec lui car la fontaine ne se trouvait qu'à quelques mètres, mais au bout de quelques instants, à peine, il entend son frère crier. Immédiatement, avec ses amis, Hugo se précipite vers le petit frère, qui est dans l'effroi le plus total. Hugo, inquiet et se posant quelques questions, demande au petit frère ce qu'il s'est passé. Et le petit frère va dire qu'il était tranquillement en train de boire de l'eau, quand l'homme à la crête violette est sorti de derrière une tombe et a dit au petit « Viens boire avec moi, ne t'inquiète pas ». À ces paroles, Hugo est allé voir un adulte pour raconter ce qui s'était passé. La police a été prévenue car quelqu'un dans un cimetière qui s'amuse à faire peur aux enfants, et non pas que peur mais qui essaye de les attirer, c'est inquiétant, donc la police est venue. Ils ont fouillé les cimetières mais ils n'ont pas retrouvé l'homme. Et ce qui surprend Hugo, c'est que ce cimetière n'avait qu'une entrée, donc si l'homme était sorti, ça aurait été forcément visible. Après, on peut toujours spéculer sur le fait qu'il a escaladé peut-être une barrière ou quelque chose de la sorte. Mais quoi qu'il en soit, cette rencontre avec l'homme à la crête violette était la dernière. Plus jamais ensuite, Hugo n'a revu cet homme ou son petit frère, et bien qu'il ne l'ait plus jamais revu, ces événements ont créé
une phobie pour Hugo, la phobie des cimetières. Même plus tard, plus vieux, il n'arrive pas à rentrer dans un cimetière à cause de cette peur de rencontrer de nouveau cet homme qu'il avait effrayé quand il était plus jeune. C'est là que le témoignage d'Hugo se termine. Hugo, si tu te reconnais, merci à toi pour le partage de ton histoire. Qui était ce vieil homme? Alors, soit c'était quelqu'un de dérangé, ou alors simplement un prédateur d'enfants. L'un ou l'autre, en tout cas, j'ai du mal à me dire que c'était une personne saine d'esprit. N'hésitez pas à me dire vous en commentaire ce que vous en pensez, et on est parti pour se plonger dans cette deuxième histoire. Nous allons maintenant voir l'histoire de Mathilde. C'est une histoire très courte. Mathilde nous dit que pour aller à l'école, elle avait pour habitude de prendre le bus. Donc jusque là, rien d'anormal, et vous savez, dans le bus, il n'est pas inhabituel qu'il y ait des passagers. Et bien dans le bus, un jour de novembre 2022, et bien dans le bus qu'elle prend, un homme a proposé à Mathilde de s'asseoir à côté de lui. Mathilde n'y voyait pas d'inconvénient, donc elle s'est assise, et après à peu près 2 minutes s'être assise sur le siège qu'on lui avait proposé, elle remarque que l'homme fait une sorte de prière, mais Mathilde n'y prête pas forcément attention. L'homme demande à Mathilde de la rejoindre dans sa prière, donc Mathilde, ne comprenant pas forcément ce qui se passe et ne réagissant pas vraiment, elle fait comme lui, elle joint les mains. Sauf que l'homme, lui, arrête de joindre ses mains et il pose d'abord sa main sur les poignets de Mathilde et ensuite il commence à caresser son bras. Mathilde immédiatement là réagit, elle retire son bras et elle se rétracte un peu sur son siège. Elle ne se décale pas ou quoi que ce soit, mais voilà, elle fait un mouvement un peu pour s'éloigner de l'homme. 2 arrêts plus loin, l'homme se lève et sort du bus, et une fois qu'il est dehors, il toque à la vitre juste à côté du siège de Mathilde, il lui fait un signe de la main, et un signe comme s'il lui envoyait un baiser. C'est quelque chose qui a extrêmement mis mal à l'aise Mathilde. Elle a eu peur ensuite en prenant son bus qu'il y ait soit le même homme, soit un autre homme qui ait les mêmes intentions, qui aille plus loin, c'est-à-dire qui commence à poser sa main sur des endroits inappropriés. Mais fort heureusement, elle n'en a jamais croisé. Soit elle n'a jamais recroisé cet homme, soit elle n'a jamais recroisé un homme qui avait les mêmes intentions. Depuis, Mathilde évite de s'asseoir à côté de quelqu'un, ça lui a créé une sorte de mécanisme de défense. Elle privilégie toujours les sièges qui sont isolés et seuls. Dans cette histoire maintenant, nous allons suivre le témoignage de Carla. Carla nous raconte quelque chose qui est arrivé alors qu'elle était en vacances. Elle nous dit, pour le contexte, qu'elle avait souvent l'habitude de partir en vacances ou en week-end avec ses parents, et pendant les vacances d'hiver, elle avait l'habitude de partir dans un endroit, vers une station de ski, qui était quasiment toujours le même. Les événements qu'elle souhaite raconter se passent à cet endroit-là, pendant les vacances d'hiver, et elle nous dit que c'est un endroit où on peut faire du camping, que ce soit avec des tentes ou des camping-cars, qu'il y a non loin de cet emplacement une petite gare abandonnée qui sert en soi d'arrêt de bus pour ensuite prendre un bus et aller à la station de ski, et à côté de là où il y a cette zone un peu de camping, il y a une énorme esplanade, et sur cette esplanade il y a plus loin une maison abandonnée, en tout cas que Carla considère comme abandonnée car elle n'a jamais vu de lumière, elle n'a jamais vu la maison ouverte ou quoi que ce soit. Cette esplanade est également l'endroit où elle avait pour habitude de promener son chien. Et au moment des faits qu'elle souhaite nous partager, elle nous dit qu'il avait beaucoup neigé, donc il y avait de la neige partout sur l'esplanade, il faisait froid, et elle a remarqué que dans cette fameuse maison abandonnée, il y avait de la vapeur qui s'échappait de la porte, qui était cette fois-ci ouverte. Curieuse de voir ce spectacle qu'elle n'avait jamais vu auparavant, Carla a jeté un petit coup d'œil, et elle a remarqué qu'il y avait une voiture garée devant la maison. Une voiture qu'elle n'avait jamais vue, mais elle ne s'est pas attardée dessus plus que ça parce qu'elle a été surprise par un spectacle saisissant. Elle a vu quelque chose pendu par les pieds accroché au plafond par des chaînes de métal. Et il y avait quelqu'un, habillé totalement normalement, qui passait une sorte de karcher dessus. Et c'est ça qui créait toute cette vapeur qui sortait de la maison. Apeurée, Carla a décidé de faire comme si de rien n'était, comme si elle n'avait rien vu. Elle a pressé le pas pour faire vite demi-tour. Elle a rappelé son chien, qui lui faisait sa petite balade tranquillement. Et elle a vite quitté les lieux en se posant plein de questions. Qu'est-ce qui était accroché au plafond? Parce qu'elle en est sûre, c'est quelque chose qui était potentiellement vivant, parce qu'elle a vu de la chair, ça ressemblait clairement à un cadavre. Elle ne sait pas si c'est un cadavre humain ou quelque chose d'animal. Est-ce que l'homme qui passait un coup de karcher sur la carcasse était un chasseur? Donc est-ce que en fait cette maison n'était pas abandonnée mais appartenait à un chasseur? Pourquoi cette chose accrochée au plafond était si abîmée? Et c'est plein de questions qui sont sans réponse.
Et en se posant toutes ces questions, elle est vite rentrée à son camping-car et une fois qu'elle est revenue en sécurité, elle a dit ce qu'elle avait vu à ses parents. Ses parents ne l'ont d'abord pas cru, évidemment cette découverte semble un peu grosse, mais ils lui ont dit que si effectivement elle avait bien vu quelque chose, c'était probablement un chasseur. Donc Carla a pris cette pensée comme étant la réalité, donc c'est quelque chose qui l'a plutôt rassurée. Et les jours qui ont suivi, elle a réussi à passer quand même de bonnes vacances, se disant que la situation qu'elle avait vue n'était pas forcément anormale. Mais un an après, elle est retournée en vacances au même endroit. Et après être retournée sur ce lieu, elle est retournée voir la fameuse maison en se disant que c'était bien la maison d'un chasseur, sauf que ça semblait trop abandonné, ça semblait délabré, c'était comme si en fait quelqu'un avait vu la maison, qui l'en avait fait un petit peu son repère, mais qui n'y vivait pas, c'était assez étrange. Donc c'est toujours quelque chose qui lui trotte en tête. C'est vrai que c'est quelque chose d'assez curieux. Alors personnellement je ne m'y connais pas du tout en chasse, donc je ne sais pas si les chasseurs effectivement nettoient les carcasses ou pas. C'est vrai que c'est assez mystérieux et je peux comprendre totalement que se retrouver devant un tel spectacle quand on ne s'y attend pas, ça peut mettre des frissons. L'histoire que nous allons voir maintenant est assez particulière parce que ce n'est pas une histoire qui est arrivée à un ou une abonnée directement, mais qui est arrivée au père de l'un d'entre eux. Ce papa, nous allons l'appeler Charles. Ça se passe dans les années 80, Charles était âgé de 14 ans et il se trouvait au moment des faits chez un ami de son père pendant l'été. Ce qu'il aimait bien faire, c'était jouer aux Indiens, faire un petit tipi, tout ça. Et alors qu'un soir, il jouait à faire les Indiens avec ses frères et sœurs, eh bien ses frères et sœurs l'ont laissé pour aller faire on ne sait quoi à l'intérieur, peut-être chercher des boissons ou peu importe. Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que le père s'est retrouvé tout seul dehors à garder les tipis. Il faisait nuit, mais on était en été. Donc certes, il y avait moins de luminosité qu'en journée, mais il ne faisait pas encore vraiment nuit noire. Et alors qu'il patientait tranquillement, Charles a reçu une pierre au niveau de ses pieds. Naturellement, dans un premier temps, il se dit que c'est ses frères et sœurs qui lui font une farce. Il n'y prête donc pas forcément attention, mais il reçoit une deuxième pierre à ses pieds. Et cette fois-ci, le hasard faisant bien les choses, son regard était en fait positionné dans la direction d'où venaient les pierres. Et la pierre ne venait pas de la maison, mais de la forêt qui était avoisinante. Immédiatement, Charles comprend que il y a quelqu'un dans la forêt qu'il n'arrive pas à voir, car cette personne est certainement cachée par les arbres. Charles n'arrive plus à bouger, il est tétanisé car il pense en fait à ce moment-là qu'il va mourir. C'est peut-être une pensée irrationnelle, mais rappelez-vous, Charles a 14 ans à ce moment-là. Rappelez-vous, Charles a 14 ans, donc il pense immédiatement au pire. Mais fort heureusement, il y avait un chien qui dormait tranquillement sur le perron de la maison et qui s'est relevé assez rapidement et qui, avec les poils hérissés, il a commencé à grogner. Il a grogné quelques secondes et il a tapé une pointe vers la forêt. En voyant ça, Charles a repris le contrôle de son corps et il s'est précipité en courant vers la maison. Le chien est ensuite revenu tranquillement dans la maison. Charles n'a rien dit du tout à ses frères et sœurs pour ne pas les apeurer, mais en tout cas, c'est ce qu'il a raconté à l'abonné qui m'a raconté cette histoire, que ça, c'était l'expérience la plus flippante de sa vie. Et on peut le comprendre. C'est vrai qu'en se mettant vraiment à la place de Charles, on peut se dire que tout seul, dehors, en pleine nuit, quelqu'un jette des pierres en pleine forêt, il y a de quoi nous mettre très mal à l'aise. Nous allons maintenant voir le témoignage d'une abonnée que nous allons appeler Ashley. Ashley nous dit que les événements qui l'ont marqué se sont passés quand l'un de ses amis devait fêter ses 16 ans. Et les parents de cet ami étaient assez aisés, ils avaient un peu d'argent, donc pour fêter l'anniversaire de leur fils, pour qu'il ait une belle soirée d'anniversaire avec tous ses amis, ils lui ont loué un Airbnb pour lui et ses amis, ce qui est plutôt cool. C'était un Airbnb situé en Vendée, qui n'était pas super grand mais qui avait suffisamment d'espace pour accueillir tout le monde. Le groupe comptait passer 2 nuits sur place et la soirée d'anniversaire s'est très bien passée. Elle a duré jusqu'aux alentours des 5 h du matin. Et Ashley, elle, à cette soirée, elle avait sa chambre avec son petit copain, une chambre qui était isolée au sous-sol, où il y avait un placard à balai, un frigo, une table de billard, un endroit assez cosy en soi. Vous savez, dans les Airbnb, parfois il y a des règles, ne pas toucher à ci, ne pas toucher à ça. Et bien sur Airbnb, ne dérogeait pas à cela. Il y avait une règle, c'était de ne pas toucher ce qu'il y avait dans le sous-sol, surtout la table de billard. La chambre pouvait être utilisée, mais le reste, on n'y touche pas. Ashley nous dit que c'est quelqu'un qui a tendance à faire pas mal de cauchemars. Donc cette nuit-là, la courte nuit, elle a fait un cauchemar, elle s'est réveillée en sursaut, et étant encore un peu sous le choc du cauchemar qu'elle a fait, elle décide d'aller prendre un peu l'air, de marcher un petit peu, de monter au rez-de-chaussée. Le sous-sol est totalement dans le noir, donc elle a du mal à naviguer un peu dedans, à le traverser, elle se prend la table de billard,
Et en se tapant un peu la hanche contre la table, elle perd un peu l'équilibre, donc elle pose les mains dessus pour se rattraper. En retirant ses mains, elle se rend compte que ses mains sont poisseuses, elles collent un peu. Elle ne sait pas trop pourquoi, elle se dit que c'est peut-être la table de billard qui a été, je sais pas, un peu traitée ou quelque chose comme ça, donc elle n'y prête pas forcément plus attention que ça, elle se dit qu'elle va aller se laver les mains et c'est ce qu'elle fait quand elle arrive au rez-de-chaussée. En se lavant les mains, elle remarque que ce qu'elle avait sur les mains, la substance a une sorte d'odeur de métal rouillé. Elle ne sait pas ce que c'est, elle n'avait pas encore allumé la lumière, et c'est en allumant la lumière pour voir ce qu'elle avait sur les mains qu'elle va sursauter. Elle voit qu'il y a une teinte rouge dans le lavabo, après s'être lavé les mains et qu'il lui reste encore un peu de rouge sur les mains. Prise de panique, elle va rapidement réveiller son petit ami qui dormait. Et lui aussi remarque qu'il y a en fait une odeur de fer dans tout le sous-sol. Donc curieux quand même et intrigué de ce qui se passe, tout le monde dans le Airbnb est réveillé. Il est aux alentours des 7 heures, tout le monde se pose des questions et personne ne comprend vraiment ce qui se passe. Le billard n'avait rien de spécial. Le seul truc étrange en fait dans ce fameux Airbnb, c'était qu'il y avait un cadenas sur le frigo. Donc ce cadenas indiquait clairement qu'il ne fallait pas toucher au frigo, mais curieux quand même de savoir ce qu'il y avait dans le frigo, eh bien les jeunes ont décidé de casser le cadenas pour voir. Ils l'ont fait, et dans le frigo, il y avait de la viande crue, qui était dans des sortes de Tupperware. En soi, rien d'inquiétant, mais suite aux événements étranges qui se sont passés, certains inventent des petites histoires d'horreur en disant que c'est peut-être des morceaux humains, que le Airbnb appartient à quelqu'un qui fait du cannibalisme, ce genre de choses. Le frigo où il y avait un cadenas était le frigo qui se trouvait au sous-sol, un des trucs qu'il ne fallait pas toucher. La journée suit ensuite son cours, rien ne se passe de la journée, ils vaquent tous à leurs occupations, et à un moment donné, Ashley et une amie se disent « il faudrait peut-être qu'on répare notre bêtise entre guillemets, on a cassé un cadenas, on va en racheter un pour le remettre ». Donc Ashley et son ami vont acheter un cadenas, et puis ils retournent à la maison pour remettre le cadenas sur le fameux frigo du sous-sol. Mais juste avant de placer le cadenas, eh bien Ashley décide de s'assurer que tout dans le frigo est resté tel qu'il est censé l'être. Sauf que, en ouvrant le frigo, Ashley voit qu'il n'y a plus aucun morceau de viande dans les Tupperware. Ils étaient avant remplis et maintenant ils sont vidés. En voyant cela, Ashley entend que les autres rentrent de leur sortie, donc elle pose le cadenas sur la table de billard, elle va au rez-de-chaussée pour demander si quelqu'un n'aurait pas touché à ce qu'il y avait dans le frigo. Rien n'a été touché, donc là on a encore une fois quelque chose de bizarre. Ashley commence à être très mal à l'aise vis-à-vis du frigo. Donc tous retournent vers le frigo pour que tout le monde constate effectivement qu'il a été vidé, et c'est là qu'Ashley et son ami remarquent en redescendant dans le sous-sol que le cadenas qu'elles avaient laissé sur la table de billard avait disparu. Tout le monde se dit maintenant la même chose, ils ne sont pas seuls dans le logement. Donc ils décident tous de s'enfermer dans la cuisine au rez-de-chaussée et d'appeler la police pour s'assurer que tout va bien ou alors arrêter quelqu'un si quelqu'un se cache. La police arrive, ils sont au nombre de 3, une personne reste avec les jeunes et 2 officiers eux descendent dans le sous-sol pour aller voir un petit peu s'il n'y a pas quelque chose. Et les jeunes entendent au sous-sol une porte se faire défoncer, des cris et des sommations. Et c'est là que tous les jeunes vont être apeurés de voir que la police remonte du sous-sol avec un homme qu'ils placent dans leur véhicule à l'extérieur. L'un des policiers emmenait l'homme et un autre avait dans la main une boîte qui contenait la viande, la même viande qui était dans le frigo et qui avait disparu. C'est là que ces événements se sont arrêtés. Ashley ne sait pas directement ce qui s'est passé. Les polices en fait n'ont pas fait de rapport aux jeunes qui étaient dans leur Airbnb parce qu'ils étaient mineurs. Ils ont fait des rapports aux parents. Et c'est les parents du coup qui ont eu toutes les informations et Ashley plus tard a pu demander comment s'était terminée cette affaire et fort heureusement on le sait. Il se trouve que, peut-être que vous aviez déjà quelques doutes dessus, la viande du frigo et celle qui a été retrouvée dans le Tupperware, c'était de la viande humaine. Et l'homme qui consommait cette fameuse viande était caché et était resté caché en fait dans le sorte de placard à balai du sous-sol qui était une porte verrouillée à clé. D'où le fait que les policiers aient dû la défoncer. Cet homme se servait en fait de la table de billard comme un peu une sorte de planche à découper. Il s'en était servi quand tout le monde était parti dormir après l'anniversaire. C'est pour ça qu'en fait, Ashley, quand elle a posé ses mains, a eu en fait du sang un peu séché sur les mains. C'est que l'homme qui se cachait dans le placard s'en a été servi il y a peu. C'est les seules informations qu'Ashley peut nous donner car sa mère n'a jamais voulu lui dire qui était l'individu en question. Était-ce un tueur et qui était, si c'était bien un tueur, sa victime. Je pense que vous en conviendrez, cette histoire est assez folle. La première histoire sera celle d'une personne que nous avons appelée Carla.
Carla nous dit qu'elle vit dans une maison avec ses parents. Sa maison se trouve en haut d'une petite colline et elle est composée de plusieurs étages. Il y a le rez-de-chaussée et 2 étages. C'est une histoire qui s'est passée alors que Carla était en vacances, plus précisément le dernier week-end des vacances scolaires. Donc pendant ce moment-là, elle profitait de pouvoir pendant quelques jours encore se coucher assez tard et pour s'occuper tardivement, elle parlait avec ses amis, elle était en appel sur l'application Discord. Elle parlait avec ses amis, tout se passait très bien, et le programme de la soirée, en appel avec les amis, c'était de se raconter des histoires d'horreur. Est-ce que c'est une bonne idée de se raconter des histoires d'horreur après minuit? Je ne sais pas si c'est vraiment la meilleure des choses à faire, mais en tout cas c'est ce qui était fait. Ça peut être le meilleur contexte, comme ça peut être le pire, ça dépend en fait s'il nous arrive des choses qui nous effraient plus tard, et malheureusement c'est ce qui s'est passé dans la vie de Carla. À ce moment-là, dans la maison, il y avait Carla, sa sœur, sa mère et son père lui n'était pas là, il était en déplacement professionnel. À un moment donné, alors que tous les amis se racontaient des histoires, une des histoires interpelle un peu plus Carla, car c'est une histoire d'horreur qui a été racontée et elle prenait place dans un cimetière. Et coïncidence, il y a un cimetière qui se situe pas très loin de là où vit Carla. Donc on peut dire qu'elle a été beaucoup plus impliquée dans l'histoire qui lui a été racontée que dans les autres. Elle a été tellement impliquée que ça lui a fait peur, et cette peur lui a donné envie d'aller aux toilettes. Donc pour éviter les pipi-culottes, Carla s'est donc rendue aux toilettes. Et en sortant de sa chambre, elle s'est rendue compte que la lumière du salon était allumée. C'est quelque chose qui interpelle Carla parce que normalement sa mère dort dans le salon, donc la lumière aurait dû être éteinte, mais elle se dit que peut-être vu que le père n'était pas là, elle était montée pour dormir dans la chambre et qu'elle avait simplement oublié d'éteindre la lumière du salon. C'est possible, c'est une solution rationnelle, notre esprit ne cherche pas tout de suite à nous créer une situation qui pourrait nous mettre mal à l'aise. Elle arrive donc aux toilettes, elle ouvre la porte et en ouvrant la porte, elle fait face à un spectacle saisissant. Elle voit au milieu de la salle de bain où il y avait les toilettes, sa mère assise en tailleur sur le sol. Ça a évidemment surpris Carla, elle a donc décidé de ne pas déranger sa mère se demandant ce qu'il se passait, elle a refermé la porte, elle a rebroussé chemin et elle est allée faire ses besoins dans d'autres toilettes de la maison. Elle a laissé la lumière du salon allumée et elle était toujours un petit peu mal à l'aise de ce qu'elle venait de vivre, donc elle est rentrée dans sa chambre et elle l'a fermée à clé. En s'enfermant à clé dans sa chambre, elle réfléchit à plein de choses, ne comprenant pas vraiment ce qu'elle avait vu, plein de pensées, on va dire négatives, viennent occuper son esprit. Elle se rappelle à ce moment-là que ses parents vivant à la campagne ne ferment jamais la porte d'entrée et donc que ce n'est pas forcément le truc le plus sécurisé. Donc elle a plein de pensées un peu négatives comme ça qui lui occupent l'esprit. En plus, on venait de lui raconter des histoires d'horreur qui l'avaient marqué. Donc vous l'avez compris, Carla, elle n'est pas bien du tout. Elle reprend son appel avec ses amis, elle raconte ce qu'elle a vu et ses amis ne la prennent pas au sérieux. Ils se moquent d'elle, ce qui, vous en conviendrez, n'est pas très cool. Et au bout de quelques minutes, Carla entend un son. Elle entend des bruits de pas dans son escalier. Escalier qui est en bois et qui est assez vieux. Donc peut-être que certains d'entre vous connaissent le son que ça peut faire, mais c'est très bruyant quand c'est emprunté. Elle entend donc ces bruits de pas qui se rapprochent petit à petit de sa chambre et elle se rend compte d'une chose grâce à la lumière du salon qu'elle a laissé allumer. Elle avait un peu de lumière qui passait sous le pas de sa porte et cette petite lueur qu'il y avait devient sombre. Carla comprend donc que quelqu'un se tient devant sa porte. Carla pense que c'est sa mère, elle pense que sa mère est possédée par rapport notamment à ce qu'elle avait vu quelques minutes avant. Carla fait part de ce qu'elle voit à ses amis et ses amis, eux, donnent les pires conseils possibles et je ne vous conseille pas d'avoir ses amis si vous vivez un scénario de film d'horreur. Parce que ses amis lui disent « mais ouvre la porte, ça doit être ta mère ». Donc si c'était un tueur, les amis lui conseilleraient de se livrer directement. Il était aux alentours des 3-4 heures au moment de ces événements et Carla est restée là, patientant, la boule au ventre, jusqu'à 7h30 du matin, moment où l'ombre a disparu. Carla a mis du temps à trouver le sommeil après ces événements, elle n'a pas bien dormi du tout, et quand elle s'est réveillée, elle est directement allée voir sa mère pour lui faire part de ce qu'elle avait vu. Et sa mère était très choquée parce qu'elle ne se souvient pas du tout de ce qui a pu se passer. Pour elle, elle est restée dans la chambre tranquillement, et elle dormait. Elle assure que de la nuit, elle ne s'est pas réveillée. Depuis ces événements, Carla dort continuellement la porte fermée à clé. Et encore aujourd'hui,
elle ne sait pas ce qui s'est passé. Alors selon vous, qu'est-ce qui aurait pu se passer? Déjà Carla, si tu te reconnais, merci à toi pour ton témoignage. C'est vrai qu'on a quelque chose d'assez particulier. On peut évidemment penser à un ou une intrus, première solution rationnelle. D'ailleurs ça pourrait se tenir sur le fait notamment que les parents de Carla ne ferment pas la porte de la maison à clé. Quelqu'un aurait pu s'introduire dans la maison plutôt facilement. Deuxième théorie rationnelle qui celle-là on va dire est la moins flippante. On peut tout à fait penser que la mère de Carla a été victime de somnambulisme. Personnellement c'est une théorie que j'ai tendance à privilégier. La mère ne se souvient de rien, ça peut tomber sous le sens. Et troisième théorie, on a affaire à quelque chose de paranormal, mais quoi? Ça, on ne sait pas. La seule chose qui pourrait étayer la théorie, la développer, c'est le fait qu'on sait qu'il y a un cimetière non loin du domicile de Carla, mais on n'en sait pas plus. Dernière théorie, et là j'ai pas forcément de détails à ajouter pour la développer, mais c'est juste que c'est un enchaînement de coïncidences. Peut-être que la mère s'est réveillée, ou la sœur même, pour aller aux toilettes à un moment donné, et que c'est ça qui a fait le jeu de lumière sous le pas de la porte. Voilà, je pense que on peut justifier ce qui s'est passé de plusieurs manières, de la moins flippante à la plus flippante. Nous allons maintenant voir le témoignage de Louis. Louis nous dit qu'il avait résidé dans un bel hôtel du 19e siècle. Et vous savez, c'est le genre de lieu qui, quand on est petit, peut donner quelques frissons. On peut avoir l'impression qu'il y a des présences à chaque coin de mur. Et bien, c'est ce que Louis explique. Il dit que dans l'hôtel où il résidait, il avait toujours l'impression d'avoir quelqu'un à ses côtés, quelqu'un d'impalpable. Et par-dessus tout, dans cet hôtel, il y avait un vieux fauteuil qui était très effrayant. Quand la nièce de Louis avait 3 ans, donc un enfant tout à fait innocent, quand elle s'ennuyait à la fin du repas et qu'elle disait qu'elle voulait monter à l'étage, elle justifiait la chose en disant qu'elle voulait aller voir les fantômes. Louis m'a partagé dans son témoignage le fait qu'il s'entend très bien avec le directeur de l'hôtel. Et étant donc un ami du directeur de l'hôtel, Louis avait quelques avantages. Dans cet hôtel, il se trouve qu'il y avait des chambres qui étaient plutôt neuves, des chambres rénovées, et des chambres qui étaient très anciennes, qui n'étaient pas mises à la disposition des clients. Mais si jamais Louis en faisait la demande, qu'il en avait besoin, ces fameuses vieilles chambres pouvaient être mises à sa disposition. Une fois, alors que Louis avait besoin de séjourner à l'hôtel et qu'il ne restait plus de chambre, le directeur a donc proposé une des vieilles chambres à Louis. C'est quelque chose qui ne dérange pas du tout Louis, car c'est quelqu'un qui apprécie les vieux objets, tout ce qui est en rapport avec l'histoire. Non pas forcément l'histoire dans les grandes lignes, mais c'est quelqu'un qui va toujours être très attiré par de vieux bâtiments, des vieux objets, des vieux bouquins, tout ce qui, en gros, raconte une histoire. Cette passion, il l'a, et d'ailleurs, il la retransmet dans son métier qui est la poésie. Dès qu'il a mis les pieds dans la chambre qu'on lui a proposée, Louis s'est senti immédiatement très à l'aise. Pour donner un exemple de ce qu'il a ressenti, c'est comme si il avait été accueilli par quelque chose dans ce lieu. Il y avait une tapisserie verte sombre, un vieux parquet, un lit d'époque, et déjà, dès la première nuit qu'il a passée dans cet hôtel, dans cette fameuse chambre d'époque, quelque chose de très étonnant s'est passé, c'est qu'alors qu'il était à la recherche du sommeil, il a observé quelque chose qu'il n'explique pas. Il a vu la poubelle de la chambre passer d'un côté de la pièce à l'autre, sans qu'il ne fasse quoi que ce soit. Louis en est sûr, il ne l'a pas imaginé. Mais par contre, il n'a pas été forcément plus apeuré que ça par l'événement. D'ailleurs, ce n'est pas le seul événement étrange qui s'est produit. Plusieurs matins, Louis remarquait que des objets n'étaient pas au même endroit que la veille au soir. Et c'est quelque chose qui pourrait en effrayer certains, mais Louis n'a pas été effrayé, il n'a pas senti tout cela comme une mise en garde, une demande de partir. Lui, il se sentait très bien dans la pièce, il se sentait vraiment accueilli, donc il n'a pas ressenti ces choses qui pourraient nous effrayer comme quelque chose d'apeurant. Et c'est la dernière nuit avant qu'il s'en aille, donc la nuit avant son départ, que Louis a été réveillé à 4 h du matin. Ce qui l'a réveillé, c'est un bruit fracassant. C'était comme si quelque chose voulait le réveiller pour faire comprendre que cette chose était là. Louis a ouvert les yeux, il a compris ce qui avait fait du bruit, c'était une bouteille de déodorant qui était seule sur une table et qui avait été renversée. Sur le moment, en se réveillant, Louis certes a été apeuré, mais rapidement, un sentiment de plénitude l'a envahi. Il ne ressentait absolument aucune angoisse. Le dernier jour, Louis a fait son sac pour partir, il a posé ses affaires sur le lit pour ranger tout petit à petit et correctement dans ce qu'il avait pour voyager. Et alors qu'il rangeait ses affaires, ses yeux se sont posés sur un tableau qui était accroché au mur. Il a reconnu ce tableau. C'était un tableau qui avait été dessiné par une de ses amies qui malheureusement avait perdu la vie. Et là, immédiatement, dans la tête de Louis, tout a fait sens. Il a compris pourquoi il se sentait si bien dans cette chambre. C'est que pour lui, avec lui, se trouvait une entité, l'esprit
de son amie défunte. C'est là que son témoignage s'arrête. C'est plutôt un beau témoignage. Je voulais le raconter parce que je trouvais que c'était une histoire très belle. Évidemment, ça ne rentre pas forcément dans la catégorie flippant, mais là où j'ai trouvé ça intéressant, c'est qu'en fait, dans son histoire, ce sentiment de plénitude qui a occulté tout ce qui pouvait faire peur, parce que si on enlève justement le fait que Louis se sente bien dans cette chambre, tout ce qui se serait passé, c'est quelque chose qui naturellement nous aurait fait peur. Et d'ailleurs Louis le souligne bien à un moment donné quand il a été réveillé en sursaut sur sa dernière nuit. Quand il s'est réveillé, il a eu peur, il a angoissé, mais ensuite ce sentiment de plénitude est revenu très rapidement. Mais à la base, il y avait une angoisse, et je pense que si ce sentiment de plénitude n'était pas là à aucun moment, qu'il n'y avait pas ce sentiment d'être bien accueilli dans la pièce, tout ce qui se serait passé, ça aurait été des choses qui auraient pu être racontées d'une manière très effrayante. En tout cas Louis, merci à toi pour ton témoignage, j'espère que je l'ai bien raconté. Et maintenant on est parti pour notre troisième histoire. Nous allons voir maintenant le témoignage de Maria. Maria voulait nous partager quelque chose qui s'est passé en 2021, donc plutôt récemment. Elle dit que les événements qu'elle souhaite raconter ont pris place dans son ancienne maison et qu'elle a déménagé suite aux événements qu'elle nous partage. Elle nous dit que là où elle vivait, il y avait deux maisons. Vraiment côte à côte, il y avait une maison avec des escaliers et une maison sans escalier. Et elle vivait dans la maison avec les escaliers. Elle nous dit que en face de sa maison, il y avait une petite ruelle et que pour accéder à chez elle, c'était assez normalement sécurisé. Il y avait deux portails. Un portail au niveau de la ruelle et un autre au niveau des escaliers. Et pour aller de sa porte au premier portail, donc celui au niveau de la ruelle, il fallait marcher au moins 15-20 secondes. Donc il y avait quand même une certaine distance. Les portails étaient assez vieux, ils grinçaient, mais vraiment très bruyamment. C'est pour dire que généralement quand quelqu'un venait, on le savait parce qu'on l'entendait de l'intérieur de la maison. Donc au moment des faits, Maria était avec sa cousine. Elles écoutaient de la musique tranquillement, elles faisaient leur petite vie, elles passaient du bon temps. Elles étaient dans le salon et elles attendaient que les parents de Maria reviennent. Maria à un moment donné s'est donc rendue vers la fenêtre pour voir si elle apercevait quelque chose. Et ce qu'elle a vu, c'est pas ses parents. Elle a vu au niveau de la ruelle un homme habillé tout en noir. En tout cas elle le percevait comme vêtu entièrement de noir, mais en plissant un peu les yeux, elle s'est rendue compte que non, il portait quand même certaines couleurs comme une capuche rouge. Et dans un premier temps, Maria n'est pas si affolée que ça, même pas du tout. Elle se dit que c'est peut-être quelqu'un qui passe, mais le malaise vient quand elle se rend compte qu'en fait la personne regarde directement dans sa direction. Donc pour en avoir le cœur net quand même, Maria décide d'appeler sa cousine qui était partie dans la cuisine pour voir si elle voit bien la même chose qu'elle. Sauf que pour l'appeler, elle a détourné le regard de l'homme et quand elle a reposé ses yeux sur la ruelle, l'homme n'était plus là. Donc pour Maria, la première chose qu'elle s'était dite, pour elle, c'est la vérité. C'était juste un homme de passage qui a peut-être juste été attiré par le mouvement à une fenêtre, qui a posé les yeux en s'arrêtant et qui est reparti ensuite faire sa vie. Donc Maria est rassurée, elle se remet à écouter de la musique avec sa cousine et on pourrait penser que la vie continue tranquillement. Mais non, sinon l'histoire ne serait pas là. Alors qu'elles écoutent de la musique, Maria décide juste de dire comme ça ce qu'elle avait vu et sa cousine lui dit qu'elle est totalement paranoïaque. Et alors qu'elles sont passées à autre chose, qu'elles parlent tranquillement, elles entendent quelqu'un frapper à la porte. Mais c'était pas quelqu'un qui toquait gentiment pour être accueilli à l'intérieur de la maison. C'était quelqu'un qui frappait vraiment violemment, comme si cette personne cherchait à défoncer la porte. Logique, les deux jeunes filles sont très inquiètes, et en venant vers la porte qui était composée d'une fenêtre, Maria se rend compte que l'homme qui se tient maintenant devant sa porte était celle qu'elle avait vue un peu plus tôt dans la ruelle. Et le regard que porte l'homme sur elle au travers de la fenêtre, c'est un regard qu'elle dit qu'aujourd'hui, elle n'oublie jamais. Elle sentait dans le regard de l'homme une haine incroyable et au-delà de ça, l'envie de faire du mal. Apeurée, Maria va chercher rapidement son téléphone pour appeler ses parents. L'homme, lui, frappe à la porte, donc Maria n'a pas forcément besoin de convaincre ses parents, sachant qu'ils entendent clairement ce qu'il se passe au niveau de la maison. Le chien de Maria, lui, est un peu en arrière de la porte, il aboie. Maria et sa cousine vont se cacher, elles ne peuvent plus endurer le spectacle auquel elles assistent, et au bout de 10 minutes, les parents sont rentrés à la maison. Le père a prévenu des voisins, ils ont fouillé dans les environs, mais ils n'ont rien trouvé. Maria a raconté tout ce qui s'était passé à sa mère en tremblant. Bien que l'homme n'ait jamais été retrouvé, qu'on ne sache pas qui c'est, qu'il ne soit pas revenu, des questions demeurent dans l'esprit de Maria. Ce sont des questions par rapport en fait au portail de la maison. Elle se demande en fait comment cet homme a réussi à rentrer sans se faire remarquer, sachant que Maria aurait dû l'apercevoir
entre les deux portails si jamais il était rentré, car elle n'avait détourné le regard quand elle a appelé sa cousine que 5 secondes. En plus, les portails étaient très bruyants et elle n'a rien entendu. Après, on peut se dire que potentiellement c'est la musique qui a masqué le bruit, mais de ce que semble dire Maria, ça ne l'aurait pas masqué normalement. En tout cas, c'est une histoire qui a traumatisé Maria. C'est que plusieurs fois, elle a eu le réflexe de regarder à la fenêtre pour voir si elle ne revoyait pas cet homme qui revenait pour finir ce qu'il avait commencé. Maria, merci du fond du cœur pour ton témoignage. En tout cas, tu m'as dit que tu avais déménagé, donc je pense qu'une fois que tu as fait tes cartons, tu étais beaucoup plus sereine, parce que c'est vrai que vivre dans ce genre d'environnement, c'est pas forcément quelque chose de très serein. Je pense que on peut comparer ça un petit peu à un cambriolage. Quand on vit dans une maison et qu'on a été cambriolé, après on a du mal un petit peu à retrouver nos marques. Et je pense que tu as vécu un peu ce genre de sentiment-là suite à ton expérience. Je suis aussi très curieux de savoir ce que cet homme voulait. Est-ce que c'était un cambrioleur ou alors est-ce que c'était un homme très mal intentionné qui voulait faire pire au-delà de cambrioler et qu'il pensait que potentiellement tu étais seul chez toi? Ça, j'en ai aucune idée. En tout cas, je suis bien heureux qu'on n'en sache rien, car si on n'en sait rien, c'est qu'il ne t'est rien arrivé. Et ça, c'est la meilleure des choses qu'on pouvait espérer. Je vais maintenant vous partager l'histoire d'Ayla. Ayla nous dit que c'est une histoire qui s'est passée quand elle venait d'avoir 10 ans. Pour expliquer un petit peu le contexte, qu'on ait une meilleure vision sur l'endroit où elle vivait, elle nous dit qu'elle vivait dans une maison avec un étage et que dans la même rue, juste en face de chez elle, vivait son oncle. À l'occasion de ses 10 ans, sa famille avait organisé 2 goûters d'anniversaire, 2 goûters / repas. L'après-midi, un petit goûter avec les amis et le soir, un repas, on va dire, en famille. Le goûter s'est passé avec les amis d'Ayla, donc tout s'était très bien passé. Elle avait passé vraiment un super goûter d'anniversaire. Elle avait eu des cadeaux, donc elle était vraiment très contente. Et d'ailleurs, elle a toujours précisé qu'elle a toujours eu des très beaux événements de l'anniversaire, donc elle était très reconnaissante par rapport à ça. On lui avait murmuré à l'oreille que son oncle avait un très beau cadeau en l'honneur de son anniversaire. Donc, une fois que ses amis sont partis, Ayla, elle, est allée devant la maison où elle jouait à un jeu vidéo qu'elle avait eu pour sa Game Boy durant l'après-midi, devant la maison, en attendant son oncle. Elle était très impatiente, elle jouait, c'était une chaude journée, et alors qu'elle patientait, elle a senti une sorte de petit courant d'air frais sur sa nuque. Ça l'a un petit peu intriguée parce que il faisait chaud, donc quelque chose qu'on remarque, ça l'a sortie de son jeu, et en regardant un petit peu autour d'elle pour essayer de comprendre d'où ça pouvait venir, elle a entendu une voix qui lui a dit « Joyeux anniversaire Ayla ». Mais c'était une voix qui ne semblait pas venir de quelqu'un, qui ne semblait pas nette, c'était un peu comme dans un écho. À la suite de cette phrase, elle a entendu un rire. Et ce rire ne semblait pas être un rire amical, c'était plutôt comme un rire moqueur, quelque chose de malicieux, voire même malsain. Immédiatement, Ayla, qui était jeune, a été très effrayée. Et une coïncidence, c'est que son oncle est revenu au moment même où Ayla a entendu cette fameuse voix. Elle avait patienté là parce qu'elle savait que son oncle devait arriver sous peu, mais elle ne s'attendait pas à vivre de tels événements. L'oncle, en sortant de la voiture, a remarqué que Ayla était très pâle, apeurée, et il lui a donc dit de rentrer dans la maison à sa compagnie. Une fois rentrée, Ayla, elle, faisait sa vie tranquillement, elle essayait de se remettre de ses émotions. Son oncle, lui, a parlé avec sa mère, et il pensait qu'Ayla n'entendait pas, mais Ayla entendait la conversation qu'il y avait. L'oncle a dit qu'il avait entendu une voix, et Ayla comprend que ce qu'elle a entendu en attendant son oncle, lui, l'a entendu aussi. La mère d'Ayla, pour ne pas l'effrayer, a décidé de ne pas tergiverser plus que ça sur le sujet. Elle croyait en ce qui était dit, mais elle ne voulait pas en parler trop pour ne pas donner trop d'importance. C'est-à-dire que pour elle, si on donnait pas trop d'importance à la chose, eh bien la vie allait reprendre son cours aussi vite qu'elle avait été bouleversée. Sachant d'ailleurs qu'on ne pouvait pas expliquer clairement ce qui avait été entendu, car l'oncle l'avait assuré, dans la rue il n'y avait personne. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la mère d'Ayla était d'accord sur le fait que les événements étaient étranges. Le temps continue un petit peu pendant la journée, on arrive au soir, au moment où le repas de famille pour l'anniversaire d'Ayla est organisé. À l'occasion, il y a donc les parents d'Ayla, son oncle et des amis de la famille qui ont été conviés, ces amis qui étaient un couple d'amis avec leur bébé. Le repas se passe bien. À un moment donné, pendant le repas, Ayla sent de nouveau la sensation qu'elle avait eue plus tôt, c'est-à-dire ce courant d'air frais sur sa nuque, et immédiatement, elle en parle à sa mère. Sa mère
la rassure en disant que c'est probablement une fenêtre de l'étage qui a été laissée ouverte et qui a créé ce fameux courant d'air. Elle essaye de rassurer sa fille alors qu'elle, en entendant ça, on va dire qu'elle se rappelle ce qu'on lui a dit plus tôt, donc elle se dit c'est bizarre parce qu'elle n'est pas au courant, mais la mère elle sait très bien qu'à l'étage, aucune fenêtre n'est ouverte. Le repas suit un peu son cours et on arrive au moment du gâteau d'anniversaire. À ce moment-là, le bébé du couple d'amis a fait ses besoins, donc il faut lui changer sa couche. La femme du couple décide donc d'aller dans la salle de bain à l'étage pour aller changer la couche. Elle monte donc avec le bébé et quelques minutes, à peine, des secondes presque, après qu'elle soit montée, un hurlement se fait entendre dans la maison, mais un hurlement terrible. Tout le monde, pensant qu'il y a un énorme problème, se précipite à l'étage dans la salle de bain pour découvrir un spectacle effroyable. Sur le plafond de la salle de bain, il y avait une trappe qui permettait d'accéder au comble. Cette trappe était ouverte et autour de celle-ci, il y avait des traces de mains noires, comme si quelqu'un avait plongé ses mains dans de la suie et s'était essuyé sur le plafond. Mais ce n'est pas tout. Ces traces faisaient un chemin jusqu'à la chambre d'Ayla. Il faut savoir qu'à côté de la maison d'Ayla, il y a un pré. Donc, si quelqu'un s'est introduit dans la maison, la personne est forcément repartie par le toit et est tombée derrière dans le pré. C'est la seule solution envisageable et logique, car il était impossible que la personne soit repartie par la porte d'entrée, car elle aurait été vue par tout le monde. Donc là, les hommes présents, c'est-à-dire le père d'Ayla, son oncle ainsi que le mari de la femme avec le bébé, se précipitent au niveau du pré, pendant que la mère d'Ayla, elle, appelle la police. Un peu de temps s'écoule et le groupe d'hommes qui sont partis à la recherche de l'individu ainsi que la police arrivent à la maison en même temps. Et les trois hommes qui étaient partis reviennent pâles, avec un air très apeuré sur leur visage. Eux, ils disent qu'ils ont couru dans le pré et que dans le pré, une fois qu'ils y étaient arrivés, ils ont entendu un rire moqueur, comme si quelqu'un se jouait d'eux. Et la seule chose qu'ils ont aperçue, c'était une ombre qui a disparu dans l'obscurité de la nuit. La police, elle, a enquêté, a observé justement ce qu'il y avait et ils en sont venus à plusieurs conclusions qui n'ont donné à rien. Le truc, c'est que certes, il y avait des traces de mains au niveau de la fameuse trappe dans la salle de bain, mais il n'y avait plus aucune trace ensuite dans les combles. Donc si quelqu'un était passé par là, eh bien il n'avait laissé aucune trace, ce qui était très bizarre, sachant que c'était un endroit avec de la poussière. Donc on aurait dû quand même discerner certaines choses. De plus, les combles donnaient ensuite sur le toit, un toit qui était composé de tuiles, et si jamais quelqu'un était passé par ce toit, les tuiles auraient dû être déplacées, sauf que là elles étaient en place, comme d'habitude, elles n'avaient pas bougé. Donc tout laissait penser à croire que personne en fait n'était passé par là. Donc la police a classé l'affaire sans suite, car en gros, ils ne savent pas comment la personne qui serait venue dans la maison aurait pu rentrer ou sortir. Pour Ayla, c'est plutôt clair, elle pense que c'est une entité paranormale qui est responsable de ces événements. Et d'ailleurs, elle m'a confié qu'elle était plutôt sensible à ce genre d'événements et qu'elle avait déjà vécu d'autres événements du même type, pas à 100% similaires, mais qu'elle avait déjà vécu des choses tout aussi étranges. Merci Ayla pour ton témoignage. Alors je pense dans cette situation, alors effectivement qu'on peut avoir affaire à une entité paranormale, c'est ce qui semble tomber sous le sens, ou alors là je n'ai pas forcément d'explication, mais on peut se dire que c'était peut-être un cambrioleur ou quelque chose de la sorte qui était très doué, qui a réussi à masquer ses traces, mais ça n'expliquerait pas cette histoire de rire moqueur que tu as pu entendre notamment quand tu as attendu ton oncle. Donc effectivement la solution paranormale semble à être privilégiée dans ce domaine-là. Après évidemment, bon, le paranormal on y croit, on n'y croit pas, donc peut-être que certaines personnes pourront trouver ça être une solution de facilité. Donc évidemment j'invite tout le monde dans les commentaires à notifier pour chacune des histoires quelles sont leurs théories. Ça pourrait être intéressant en tout cas de voir tout ça. Nous allons maintenant passer à la dernière histoire. Cette histoire sera celle d'Isidora. Isidora nous dit que c'est quelque chose qui lui est arrivé alors qu'elle était âgée de 24 ans et qu'elle travaillait dans un EHPAD. Elle y travaillait depuis à peu près 2 mois. Elle était aide-soignante et elle avait également la casquette d'animatrice car par manque de personnel, il n'y avait pas assez d'animateurs pour animer les lieux et donc il y avait eu une demande qui avait été faite sur la base du volontariat et Isidora gentiment s'est proposée pour justement endosser cette fameuse casquette d'animatrice. Elle nous dit que l'EHPAD a plusieurs étages et est divisé en 2 parties avec un grand jardin. Au rez-de-chaussée, on va dire, il y a tout ce qui concerne l'administratif, le bureau des secrétaires, la loge du gardien, tout ça, et les étages ensuite ce sont là où il y a les chambres. Évidemment, pour rentrer un peu dans le cliché, comme Isidora me l'a souligné, ce qui lui est arrivé s'est passé dans le sous-sol de l'établissement. Le sous-sol est un endroit qui a toujours fait flipper Isidora. À chaque fois qu'elle doit y descendre, elle se sent observée, elle est mal à l'aise là-bas.
et elle se dépêche de faire ce qu'elle doit faire là-bas pour vite remonter. Et d'ailleurs, détail assez intéressant, elle n'est pas la seule à ressentir ce sentiment de malaise. Bon, personnellement, dès que je me rends dans un sous-sol, j'ai toujours cette petite appréhension. Peut-être que vous aussi, donc peut-être que c'est un sentiment commun dû justement, je sais pas, à notre culture populaire dans les films d'horreur et tout, où généralement, oui, les entités paranormales se manifestent dans les sous-sols et pas forcément dans les toilettes. Peut-être que le petit malaise collectif vient de là, je ne sais pas. En tout cas, pour en avoir une description un peu plus précise, Isidora nous dit que c'est un sous-sol un peu classique d'hôpital, avec des tuyaux partout, des grosses portes en métal, que les lumières sont des lumières qui s'allument suite à une détection de mouvement, et on peut y descendre soit par un ascenseur, qui sont accessibles par tout le monde, soit par des escaliers. Les résidents, eux, n'ont pas le droit d'aller dans le sous-sol, c'est uniquement réservé au personnel, et c'est dans le sous-sol qu'il y a le local poubelle. Local poubelle qui est derrière une grande porte en métal, et qui lui-même a une autre porte qui permet de donner directement accès à l'extérieur, et cette porte-là qui donne accès à l'extérieur n'est jamais fermée parce que la serrure dysfonctionne un petit peu. Dans le sous-sol, il y a également buanderie, avec machine à laver pour laver les draps des chambres, etc. Il y a également l'endroit qu'Isidora déteste, c'est un endroit réservé à l'administratif où sont stockées les affaires des personnes qui sont décédées dans l'établissement. Et malheureusement, cette pièce était une pièce bien remplie. Et pour conclure, dans ce sous-sol, il y avait des toilettes réservées au personnel que les résidents ne pouvaient pas utiliser. On est donc en début de soirée, vers la fin de service d'Isidora. Elle finissait à 20 h et il était à peu près 19 h 30. Elle fermait différents bureaux, elle ramassait les poubelles du rez-de-chaussée pour les descendre dans les poubelles du sous-sol, et elle comptait aller aux toilettes avant de partir. Le sous-sol était plongé dans le noir complet, il était totalement vide, et les seuls bruits qui se laissaient entendre étaient les bruits de la tuyauterie. Quand on rentre dans le sous-sol, les lumières ne s'allument pas directement, il faut patienter un petit peu, faire quelques pas pour que les détecteurs de mouvement détectent quelque chose, et ensuite, là les lumières s'allument. N'étant pas à l'aise, Isidora se presse, elle jette les poubelles, elle va aux toilettes et ensuite elle va chercher ses affaires. Elle décide de prendre les escaliers pour être plus rapide car l'ascenseur était remonté, et alors qu'elle prend les escaliers, elle sent une sorte de petite fraîcheur. Elle ne sait pas d'où ça vient et ce qui l'interpelle, c'est qu'elle n'avait pas ressenti cette fraîcheur avant. Elle tourne sa tête à gauche et dans un petit couloir, elle voit une femme très mince, habillée d'un haut de pyjama blanc à fleurs avec une protection, une sorte de couche pour adultes qui traverse le couloir tout doucement. Immédiatement, déjà qu'elle était mal à l'aise, là Isidora est tétanisée. Elle commence à pleurer, tellement elle est paniquée. Et là, elle est sauvée par un miracle. Une de ses collègues descend. La collègue est surprise de voir Isidora dans un tel état. Et Isidora ne dit pas tout de suite ce qu'elle a vu. Elle demande à sa collègue si un résident n'est pas sorti dans le couloir. Donc la collègue va voir en tirant Isidora par le bras pour qu'elle la suive. La collègue n'est pas apeurée parce qu'elle ne sait pas vraiment ce qu'Isidora a vu, et évidemment, rien n'a été aperçu. Donc s'il y avait vraiment quelqu'un, la personne avait réussi à partir très rapidement. Effrayée de voir qu'il n'y a vraiment personne, Isidora raconte à sa collègue ce qui vient de lui arriver, et la collègue n'est pas rassurée du tout parce qu'elle entend. Donc les deux collègues décident donc de quitter le sous-sol le plus rapidement possible. Isidora, bouleversée, rentre chez elle, mais ce qu'elle a vécu lui trotte dans l'esprit. Elle réfléchit pas mal, et une fois on va dire que le calme a repris sa place dans son esprit, elle se rend compte d'une chose, c'est que la dame qu'elle a vue, elle la connaît. Elle en est persuadée, c'était une résidente de son EHPAD qui était décédée une semaine auparavant. Elle portait les mêmes vêtements, et le lendemain, Isidora a décidé de répondre à une de ses questions. C'est que la tenue que la dame portait devait normalement se trouver dans les affaires stockées des personnes décédées. Donc elle décide en plein jour, maintenant que le sous-sol est plus animé, donc au moment où elle est beaucoup plus sereine, d'aller voir dans les fameuses affaires si elle trouve quelque chose. Elle retrouve le carton qui a les affaires de la dame dont elle se souvient. Et ce qu'elle trouve dans le carton des affaires, c'est la tenue qu'elle a vue. Mais la tenue était dépliée, signe que quelqu'un l'avait touchée, car le reste des affaires, elles, étaient correctement rangées. Depuis ce jour, il ne s'est plus rien passé dans le fameux sous-sol, mais Isidora est toujours très mal à l'aise de s'y rendre depuis cette expérience. Déjà qu'elle n'était pas très sereine avant, suite à cela, ça a empiré. Isidora, si tu te reconnais, merci pour ton témoignage. Je pense que c'est quelque chose de très dur à vivre, surtout que
dans ton histoire, je trouve qu'il y a encore une fois deux possibilités. Soit on part sur une théorie paranormale, qui est encore une fois la théorie de la facilité, mais que tout le monde ne croira pas forcément. Soit alors on a une théorie plus rationnelle, où on peut se dire qu'un résident ou une résidente, en l'occurrence, peut-être quelqu'un qui ressemblait à la dame qui était décédée, s'est aventuré dans le sous-sol, a profité que tu y sois, et s'est servi dans les cartons. Et peut-être que derrière, elle a pu partir rapidement, ou elle s'est cachée, que sais-je. C'est une solution qui, je pense, se tient. Évidemment, il y a un doute qui subsiste dans la théorie paranormale comme dans la théorie très réaliste. Donc en commentaire, encore une fois, je vous invite à me dire ce que vous pensez concernant ces deux théories.